vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Les vraies voix sont de retour en ce jeudi. Bonsoir Philippe David. Bonsoir Cécile de Ménibus. Avec, j'espère, de la bonne humeur et beaucoup de débats intéressants avec vous et pour vous et par vous surtout au 0826 300 300 avec nos vraies voix du jour dans quelques instants que l'on va vous présenter. Le grand débat du jour à 17h30. D'abord, la bataille des économies fait rage. Emmanuel Macron critique les coupes budgétaires dans le domaine du sport, tandis que les sénateurs ciblent les privilégiés liés en tout cas les privilèges surtout liés aux véhicules et aux collaborateurs des anciens présidents et premiers ministres. Alors parlons vrai, est-on dans la cosmétique avec ces propositions d'économie? Et à cette question, où feriez-vous des économies en priorité? Vous y dites le sport à 1%, les anciens présidents et premiers ministres à 54%, les deux à 39% et à 6% aucun des deux. Vous voulez réagir et il y aura du sport dans les débats. C'est le 0826 300 300. Thierry Braillard sera avec nous, ancien secrétaire d'État au sport et président de la Fondation du sport français. Et puis le coup de projecteur des vraies voix, à 18h40, le maire de Grenoble demande au président de la République d'organiser un référendum sur la dépénalisation du cannabis. Ce sera le meilleur moyen, selon le maire de Grenoble, Éric Piolle, pour contrôler la production et ruiner les entreprises mafieuses des narcotrafiquants. Alors parlons vrai, est-ce que cette proposition est de bonne aloi alors que nous sommes théoriquement en guerre contre le narcotrafic? Et à cette question, comme le demande Éric Piolle, faut-il organiser un référendum sur la dépénalisation du cannabis? Vous dites non à 76%. Vous voulez réagir? On attend vos appels au 0826 300 300. Les vraies voix jusqu'à 19h comme chaque jour. On vous souhaite la bienvenue. On est ensemble jusqu'à 19h. Les vraies voix Sud Radio. Philippe Bilger est avec nous pour commenter cette actualité. Comment on pourrait dire? Dense encore aujourd'hui. Très dense. Ouais, dense. Vous êtes en forme? Avec un E. Je me sens fatigué parce que je me suis couché très tard après avoir regardé la magnifique victoire du PSG. Ah mais énorme ce match. Je n'y croyais pas. Ah, ils ont gagné? Je n'y croyais pas. C'est énorme match. 4-2. Regardez-le en replay, c'était énorme. Tom Conan est avec nous. Bonsoir Tom. Bonsoir. Merci d'être là. Bruno Pomar, président d'Initiative Sécurité Intérieure et maire de Bellefleur. Bonsoir Cécile, bonsoir Philippe. Je suis n'êtes très pas- heureux d'être là. Je sais que ça va être dur avec Monsieur Bilger en face ce soir, mais... Ouais, ça va être Bellefleur. Ouais, Bellefleur. Eh oui, Ouais. ouais. Avec un documentaire, on en profite pour en parler, mon cher C'est Bruno gentil. Pomar, un très beau documentaire qui sera diffusé demain aux alentours. C'est ça, Samedi. samedi. Consacré à Bruno? Non, Oh non, je passe cette consacré prétention. à la jeunesse face à la BRI. Oui, c'est Objectif BRI. Donc le préfet de police, Laurent Nunez, et son staff communication m'ont autorisé à venir pendant 3 jours en immersion totale au sein même de cette unité antiterroriste. Et j'ai pu amener 4 jeunes avec moi. Voilà, 4 jeunes de quartier, des jeunes qui avaient envie, qu'on a casté. Et ça a été un moment formidable. Et ça va être un très très beau doc. Donc Pour je vivre remercie. les exercices de la BRI. Ah oui, c'est la ça. vie de la BRI. Ça n'a pas été simple à mettre en place parce que la BRI, ça bouge 24/24. Mais voilà, je remercie Simon Riondé également, qui était le patron à ce moment-là. Ouais. Et tous les nouveaux, d'ailleurs, le nouveau que je salue, le nouveau, oui. Thierry Sabot, qui est arrivé, numéro 2 du RAID, qui est maintenant patron de la BRI. Donc, ouais, ça va être un très beau documentaire et j'espère que ça va attirer beaucoup de monde. Et voilà. Il a trouvé chaussures à son pied. Oui, exactement. Avec le. Pas mal. Je viens de comprendre. Je viens de comprendre sur Thierry Sabot. Oui, C'est j'ai ça. pas osé la faire, mais À chaque fois que j'en fais une bonne, vous dites j'ai pas osé la faire. Moi, j'ai jamais osé faire les vôtres. Tu ne veux pas se faire voler la vedette. C'est ça. En attendant, ce numéro de téléphone 0826 300 300, c'est Frédéric qui est avec nous de Paris. Bonsoir Frédéric. bonsoir Frédéric. Bonsoir tout le monde. Alors votre coup de gueule? Alors moi, mon coup de gueule, c'est que j'entends depuis quelques jours, mais en fait depuis très longtemps, j'entends des ministres dire qu'il n'y a plus assez d'argent pour ceci, il n'y a plus assez d'argent pour cela. Mais alors moi, j'aimerais que ces ministres et que le gouvernement présentent aux Français les montants qui sont alloués au pays, la liste des pays étrangers qui reçoivent ces montants et à quoi doivent servir ces montants et à quoi ont-ils réellement servi. Et je pense que ça serait une bonne information à donner au peuple qui vote quand même, qui détient la souveraineté populaire. Ça serait une bonne information à donner au peuple pour qu'on voit si vraiment il n'y aurait pas une possibilité de moins donner peut-être et de donner de l'argent là où il faut en donner, que ce soit au sport, que ce soit aux soins palliatifs, etc. Alors, vrai sujet. Philippe Bilger, quand on voit les aides à certains pays, ça a été dévoilé aujourd'hui, l'Algérie doit 45 millions d'euros aux hôpitaux français
qu'ils ne nous payent pas, alors que, et pour notamment les dirigeants. Certainement jamais. Absolument. Alors même la Belgique nous doit de l'argent à nos hôpitaux, par exemple. Vous voyez, il y a plein de pays qui nous en doivent. Est-ce qu'on ferait pas mieux demander aux gens de régler les factures ou d'arrêter de leur faire des cadeaux plutôt que de dire encore, bon, on va taper sur les retraités, ça marche pas. Alors on va taper sur le sport. Est-ce que ce serait pas une vraie mesure? Je suis d'accord. Tom. Ouais, je pense qu'il faut faire les deux. Effectivement, faire payer les factures à ceux qui nous doivent l'argent. Oui, ça me paraît tout à fait normal. En revanche, moi, je pense beaucoup quand même à la simplification. Parce qu'on parle beaucoup depuis quelques jours de couper les budgets, de couper des postes, couper des aides, réduire les allocations, etc. Pourquoi pas? Mais c'est toujours un peu délicat et souvent après on peut le regretter. En revanche, on peut vraiment simplifier. Il y a beaucoup de frais de structure qui existent dans plein d'organismes et qui nécessitent pas forcément de réduire des prestations, par exemple, en conséquence. Non, mais il y a un sujet qui est essentiel. D'ailleurs, on le voit, le Haut Commissariat au Plan, qui était dirigé par monsieur Bayrou. On l'a fait passer la trappe, 15 millions d'euros, 10 rapports. Vous en avez vu la couleur des rapports? Non. Nada, rien. Il en a fait 10. Ah oui, il les a fait. Je ne sais pas si tu les as lus, mais moi, j'ai 1,5 million de rapports, ça oui, fait. Mais... Et toutes ces agences qu'on finance à tour de bras qui coûtent. Alors c'est clair, ça coûte que 5-10 millions d'euros. On se dit, c'est rien du tout. Mais cumulé, c'est 80 milliards. Et en sachant que ces agences sont souvent créées pour pallier les déficiences des ministères, de l'État. Et il y a même un comité qui a été créé pour rendre hommage à l'atmosphère des vraies voix, parfois, comité du bruit. Voilà, après, il faut savoir aussi que pour certains, pour avoir fait parfois des stages quand j'étais. On est en pub. Ah bon, bah, j'en parlerai tout à l'heure. Voilà, c'est ça. Remisez-les la semaine prochaine. Comment qui sait faire envoyer dans ses 22 mètres le Tom Conan? Oh là là. Ça rigole pas. Moi, j'obéis. Je suis bonne élève. Je suis la maîtresse d'école, je peux rien. Je suis là pour donner le timing, le rythme. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mon cher Frédéric, on est ravis de vous accueillir. Vous restez avec nous, on reste ensemble jusqu'à 19h. Et puis le réquisitoire du J'ai parlé de Brigitte Macron. Oh là là, je sens que ça va être encore litané, ça. Allez, à tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Vraie Voix Sud Radio. 17h-19h. Philippe David, Cécile de Ménibus. Autour de cette table, bien achalandée, je trouve, Philippe Bilger, magistrat et fondateur, président de l'Institut de la Parole. Et espérons que ce soir, elle soit là à bon escient, comme d'habitude. Pertinente. Je l'espère. Bon, bah, ça, faut pas non plus demander j'ai la lune. des contradicteurs de haute volée. Merci, mon cher Philippe. Tom Conan est avec nous, artiste et auteur. Rebonsoir Tom, merci d'être là. Et Bruno Pomar, président d'Initiative Sécurité Intérieure, maire de Belleflou et coproducteur d'Objectif BRI, à regarder samedi soir sur C8. Voilà. Et dans un instant, bonsoir Félix Mathieu, les bonsoir Cécile, bonsoir tout le monde. Et de quoi parle-t-on? De la Cour européenne des droits de l'homme qui condamne la France. Refuser des rapports sexuels à son mari ne doit plus être considéré comme une faute en cas de divorce, estime la CEDH d'Emmanuel Macron, qui promet de faire évoluer le code de la route après ce coup de gueule d'un influenceur verbalisé, téléphone au volant pour avoir payé le péage avec son portable. Et puis de Jean-François Kahn, fondateur du magazine Marianne, centriste devant l'Éternel, qui vient de passer la plume à gauche à l'âge de 86 ans. En 3 mots, devoir, péage et JFK. Allez, tout de suite, la voix est au procureur. Les vraies voix Sud Radio, le réquisitoire du procureur. Philippe Bilger. Avec un véritable sujet philosophique, monsieur le procureur, a-t-on le droit de critiquer l'épouse du président? La galanterie est-elle obligatoire? Non, mine de rien, c'est un sujet qui m'a toujours passionné parce que nous avons dans les vraies voix parfois des femmes. Je ne parle pas de notre excellente animatrice. Et je me suis toujours senti, probablement à cause d'une politesse proverbiale, un petit peu en retenue par rapport aux femmes qui étaient conviées à dialoguer avec nous. Comme si en réalité ça n'était pas un problème évidemment d'intelligence mais parfois de délicatesse. Je n'osais pas faire les mêmes plaisanteries parfois que celles que je pouvais faire avec Bruno ou même avec Tom quand je parlais de ses livres de haute élévation morale. Mais en réalité c'est du second degré. Lorsque je lis le Paris Match d'aujourd'hui, en couverture nous avons Brigitte Macron qualifiée de la guerrière, pourquoi pas? Je me dis, à partir du moment où les femmes rentrent complètement dans le jeu politique, où l'épouse du président a à l'évidence un rôle capital puisqu'elle défend assez souvent son mari en disant
par exemple, qu'on devrait le respecter. Est-ce que je suis tenu à une forme de délicatesse, de décence, ou est-ce que j'ai le droit de dire que parfois je trouve que je la vois trop alors que j'ai voté, si j'ose dire, seulement pour le président de la République? C'est une question qui m'intéresserait, ma chère Cécile, mon cher Philippe, de votre part. Moi, j'ai l'impression que cette délicatesse, cette décence, on doit l'avoir vis-à-vis de quiconque. C'est quand même ça le vrai point, donc pas spécialement vis-à-vis de Brigitte Macron ou d'Emmanuel Macron ou de moi-même. Je mettais les femmes, mon cher Tom. Oui, mais j'avais compris, mais il me semble pas. On tient. C'est marrant parce que moi, il y a quelques semaines, ma mère, elle me disait, il y a quelqu'un dans le métro, il m'a foutu la porte dans le nez, il m'a dit, oui, vous avez voulu l'égalité, vous avez voulu le féminisme, donc il n'y a pas de raison que je vous tienne la porte. Ce qui est quand même hallucinant. C'est-à-dire comme si en fait, c'est une stupidité confondante. Comme si en fait l'égalité faisait disparaître le respect ou la délicatesse, etc. Donc évidemment non. Pour moi, c'est l'égalité des droits, l'égalité des faits, en tout cas dans la mesure du possible. Donc on doit traiter tout le monde de la même manière, avec la même révérence et la même délicatesse. Je comprends l'éducation judéo-chrétienne de notre ami Philippe Bilger. Merci pour votre compréhension. Elle était bonne celle-là. Elle est très bonne. Ça démarre bien. C'est pourtant un drôle de paroissien, comme disait le titre d'un film de Rocky. Mais c'est une question d'éducation, tout simplement. Homme ou femme. Qu'on soit sur un plateau télé, là, par contre, ça ne me gêne pas de me friter, comme on dit, que ce soit un homme ou une femme, ça ne me dérange pas. En gardant évidemment les mots qu'il faut et sans insulter pour autant. Mais de façon générale, je crois qu'il faut trouver une équité, un équilibre dans les propos qu'on a vis-à-vis des... Pardon. Oui, mais c'est entre le rôle de la première dame. C'est autre chose, mon cher Tom, que la politesse. Non, il faut l'avoir avec tout le monde. Ça, absolument d'accord. Mais parfois, me semble-t-il, une délicatesse supplémentaire. On ne traite pas, de la même manière, ou alors peut-être suis-je trop civilisé dans un monde brut. Peut-être c'est concevable. Pour continuer à me couvrir d'éloges. Non, mais ça me semble pas nécessaire. Ça me semble pas. En tout cas, à mes yeux, je suis pas évidemment une femme, donc je peux pas parler évidemment à leur place, mais ça me semble pas nécessaire. Encore une fois, je pense que les femmes réclament l'égalité, il me semble, qui est évidemment loin d'être acquise dans bien des cas, y compris dans les médias parfois. Votre question, c'était quoi, Philippe? Est-ce qu'il faut avoir plus de respect parce que c'est la première dame, entre guillemets? La vigueur intellectuelle, la violence de l'affrontement sur le plan intellectuel, je crois qu'inconsciemment, je ne l'aurais pas de la même manière avec une femme. Il serait beaucoup plus agressif avec nous, visiblement, qu'avec Madame de Gaulle. Par exemple, vous, ma chère Cécile, en le pensant, je n'ai jamais dit du bien de vous, tout le temps. Non, mais en gros, ça serait une position, Philippe, ce serait une position viriliste en fait que vous défendez. C'est-à-dire être plus viril avec un homme qu'on le serait avec quelqu'un d'autre. Ça me semble absurde. Mais si. C'est du masculinisme quasiment. C'est la testostérone qui parle en fait. Mais vous n'avez jamais été dans des discussions, pas seulement médiatiques, face à des femmes et naturellement, on se tient dans une attitude un petit peu de retenue. De réserve. Philippe, j'ai fait une interview de Nicolas Sarkozy il y a quelques temps. Ça a été très verbal, très engagé. Et certaines femmes sont venues me voir en me disant il ne peut pas parler comme ça à une femme. Je lui ai dit arrêtez de genrer les conversations et les rapports. Voilà, on se parle d'être humain à être humain, qu'on soit une femme ou pas une femme, on a le droit. Oui, mais et vous oubliez. Moi, en tout cas, c'est ce que je porte. Mais vous oubliez un élément important, c'est que parfois les femmes elles-mêmes souhaitent plus de délicatesse. Mais ça, c'est autre chose. Je pense pas. Allez, on y va, parce que là, on est très en retard. Sinon, il n'y aura plus de Félix, Mathieu, et ça sera dommage. Les vraies voix Sud Radio. 3 mots, Félix, dans l'actu, qui sont Devoir, Péage et JFK. Refuser des relations sexuelles avec son mari, ça ne peut plus être considéré comme une faute en cas de divorce. La Cour européenne des droits de l'homme condamne la France pour ce devoir conjugal toujours inscrit dans son droit. Une amende, téléphone au volant pour avoir payé le péage avec son portable. Le coup de gueule d'un influenceur est parvenu jusqu'à Emmanuel Macron, qui promet en vidéo de faire changer la législation. Et puis lui avait fondé l'événement du jeudi devenu l'hebdomadaire Marianne. Jean-François Kahn, figure de l'extrême centre, s'est éteint hier à l'âge de 86 ans, son entourage l'annonce aujourd'hui. Les vraies voix Sud Radio.
Tout acte sexuel non consenti est constitutif d'une forme de violence sexuelle. On pourrait croire que cela va de soi, sauf que la Cour européenne des droits de l'homme vient de l'écrire noir sur blanc aujourd'hui pour condamner la France. Le mari de la requérante avait obtenu en 2019 le divorce pour faute au tort exclusif de son épouse. Faute car elle refusait depuis plusieurs années d'avoir des relations sexuelles avec lui. Un manquement au devoir conjugal tiré du Code civil et consacré par la jurisprudence française. Notion archaïque donc, juge la CEDH au grand soulagement d'Isabelle Steyer, avocate spécialisée en violences faites aux femmes. Je suis rassurée. Je pense que c'est vraiment un pas en avant pour la jurisprudence française et pour l'interprétation de ce qu'est et ce que sera le viol conjugal. Et là, sans violence particulière, une femme est tout à fait libre de refuser une relation sexuelle. Et donc, le droit pénal prime le droit civil. Quel que soit le lien avec un homme, on peut dire non et on doit dire non. Maître Isabelle Steyer, jointe par François-Louis Bourneau pour Sud Radio. C'est embêtant pour vous, ça. Il faut quand même saluer ce progrès très net, quand même, parce que moi, effectivement, c'est un point. Il me semble qu'il y a des affaires dans le droit où, en effet, est-ce qu'on peut porter plainte pour l'inverse ? Oui. Si une femme, un mari ne peut plus avoir de rapport avec sa femme. Je pense que dans les deux cas, en tout cas, ça devrait s'appliquer. La jurisprudence s'applique à tout le monde. Mais en tout cas, le devoir conjugal, effectivement, c'est quand même. Il faudrait le dire à ce moment-là aussi. Ouais, mais c'est une idée qui est effectivement un peu moyenâgeuse, qui devient totalement saugrenue dans le monde actuel. C'est l'affaire de viol conjugal aux assises. C'est une femme qui, le mari. Avait violé sa femme qui ne voulait pas avoir de rapport et pour la première fois c'est passé aux assises. Moi j'ai une réponse très simple, homme ou femme il se barre et puis c'est tout. Ouais. C'est pas si simple. Barre. Tu divorces. Si t'as pas de rapport avec ton mari ou ta femme, etc., tu restes pas 3 ans, à ce moment-là il y a un truc qui va pas dans le couple. C'est ça qui est bien avec la police. Pour éviter d'en arriver à des résultats pareils. Non mais comme quoi la Cour européenne des droits de l'homme a quand même vraiment des très bonnes influences. Oui, c'est ça. Je trouve. Allez, oui, vous avez raison. Plus. Deuxième mot, péage. Emmanuel Macron promet sur TikTok de faire évoluer le code de la route. Oui, pour permettre de payer le péage donc avec son portable, une sorte d'exception à la notion de téléphone au volant, même si le moteur est toujours allumé. Ça n'allait pas de soi, figurez-vous, comme l'a appris à ses dépens ce TikToker qui a publié une vidéo devenue virale il y a une dizaine de jours. Je viens de me manger 90 € d'amende et 3 points sur le permis parce que j'ai payé avec mon téléphone en Apple Pay au péage. Il y a 0 vanne. J'ai payé le péage. Mais quand je vous dis instantanément, c'est instantanément moto, gyrophare. Et là, il me dit amende 90 €, 3 points sur le permis, vous voulez régler maintenant ou quoi? Et pourquoi? Usage du téléphone au volant. J'étais à l'arrêt. J'ai payé Apple Pay. Qu'est-ce que tu me racontes? C'est tout. Il m'a dit, monsieur, faudrait s'enseigner parce que dans la loi, c'est comme ça. T'as pas le droit de payer avec ton téléphone en Apple Pay. Parce que c'est usage du téléphone au volant, même si t'es à l'arrêt. Même si c'est pour payer. Ah, j'ai trop la haine. Vidéo repérée par Emmanuel Macron, figurez-vous, ou peut-être par ses services communication. Toujours est-il que le président s'est chargé de lui répondre lui-même en vidéo. Bonjour, je viens de vous voir. Vous avez raison. Je crois qu'en 2025, on doit pouvoir payer au péage avec son téléphone. Donc j'ai passé le dossier au ministre de l'Intérieur et on va collectivement régler ça. Merci pour l'alerte. Il est disponible. Il n'a plus rien à faire. Non, mais c'est pathétique d'ailleurs. Mais alors moi j'ai juste une réflexion sur ce sujet-là. Autant je défends la police, mais c'est un manque total de discernement de la part des motards qui ont fait ça. Et deuxième chose, il commence à nous gonfler. Je vous donne un coup de gueule. Parce que quand je vais en Normandie, il y a les trucs automatiques en étant à la con où il faut payer 72 heures après. Je ne l'ai pas fait. J'ai pris 10 €, 2 fois 10 € supplémentaires. Merci Sanex. C'est du raquettage. Sanef, oui. C'est du racket. C'est du racket. Oui. C'est scandaleux. Le tâche n'était pas suffisant. C'est au Portugal. Oui. Excellent. Troisième mot, JFK. On apprend aujourd'hui la disparition de Jean-François Kahn. Fondateur de l'événement du jeudi devenu Marianne dans les années 90, il fut une figure de ce qu'on pourrait appeler l'extrême centre. Il avait insufflé à son journal une ligne plus européiste, moins souverainiste que celle qu'on lui connaît aujourd'hui. D'ailleurs, il le disait lui-même dans une interview au Point il y a quelques années sur l'histoire de Marianne. Marianne, c'était une certaine radicalité, mais c'est la radicalité du refus de la radicalité. C'était la radicalité qui refusait l'engagement totalement à gauche, totalement à droite. Donc, c'est une radicalité un peu spéciale. Je crois que la ligne de Marianne n'est plus celle-là, mais enfin, c'est leur droit. Jean-François Kahn, qui avait soutenu François Bayrou dans les années 2000, il s'était mis un peu en retrait de la vie médiatique après la sortie sur l'affaire Strauss-Kahn, troussage
de domestique. Il s'était excusé pour la formule. Dans les dernières années, on lui avait quand même un peu repris la plume, notamment pour le journal Le Soir, le grand quotidien belge. Merci beaucoup Félix Mathieu. Donc après le raquettage, raquettage, ce sera le débattage. J'ai dit raquettage en plus. Oui, vous avez dit ça. Non seulement vous l'avez dit, mais en plus on va le rediffuser. Allez, restez avec nous dans un instant. Emmanuel Macron qui s'oppose au gouvernement sur les coups de rabot envers le sport. Alors parlons vrai. Est-on dans la cosmétique avec ses propositions d'économie? Et à cette question, où feriez-vous des économies en priorité? Vous dites à 1% le sport, à 57% les anciens présidents et premiers ministres, à 37% les deux et à 5% aucun des deux. Vous voulez réagir? Et ce n'est pas c'est une économie, 5 centimes l'appel, le 0826 300 300. Thierry Braillard sera avec nous dans quelques instants, ancien secrétaire d'État au sport et président de la Fondation du sport français. Soyez les bienvenus, on revient dans un instant. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons les vraies voix Sud Radio. 17h-19h. Philippe David, Cécile de Ménibus. Autour de cette table et pour votre plus grand plaisir, Philippe Bilger, Tom Conan, Bruno Pomar, président d'Initiative Sécurité Intérieure, maire de Belleflou et coproducteur d'Objectif BRI. Ce sera samedi soir sur C8 à partir de 22h50. Voilà, donc si vous aviez un truc, annulez-le tout de suite. Le grand débat du jour. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Il faut faire des économies, il faut limiter les dépenses. Je vous propose de supprimer les avantages des anciens présidents de la République et des anciens premiers ministres. Vous avez une idée du pognon qui fout le camp dans les banquets, les balles, la décoration, le mobilier, hein? Je vous propose donc une diminution des crédits de... Allez, dites un chiffre. 2 millions. Combien? C'est l'histoire de 425 athlètes français en colère. Dans une tribune publiée aujourd'hui dans les colonnes de l'Équipe, s'indignent de la baisse de près d'un tiers du budget du gouvernement pour les sports en 2025. Pognon, 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 pognon. Je n'entends parler que de ça tous les jours. Et quand on va rester au final, on se dit, est-ce que tout ça a servi à quelque chose en fait? Aujourd'hui, les crédits du sport ne pèsent que 0,2% du budget total de l'État. C'est honteux! La foire d'empoigne des économies est ouverte, donc Emmanuel Macron qui s'oppose au gouvernement sur les coups de rabot envers le sport, les sénateurs qui s'attaquent aux voitures, des collaborateurs et des anciens présidents et des premiers ministres. Alors parlons vrai, est-ce que parler de ces deux sujets permet d'évincer du débat les vraies sources d'économies qui pourraient être faites? Et à cette question, où feriez-vous des économies en priorité? Vous dites à 1% le sport, à 57% les anciens présidents et premiers ministres, à 37% les deux et à 5% aucun des deux. Vous voulez réagir? Vous avez des pistes d'économie? Venez nous les donner au 0826 300 300. Et Thierry Braillard est avec nous, ancien secrétaire d'État au sport et président de la Fondation Sport Français. Merci d'avoir accepté notre invitation, monsieur le ministre. Merci à vous. Thierry Braillard, Philippe Bilger, pardon. Vous n'avez pas de micro, ça y est, vous avez un micro. Vous étiez puni. Je pense tout de même, et je rejoins, je crois, beaucoup de politiques, qu'on pourrait accepter l'idée que ça n'est pas grave d'avoir moins d'État si on a mieux d'État. Première observation. Deuxième observation, j'ai cru comprendre dans la question de Sud Radio qu'on a le droit de cumuler une double réponse positive. Absolument, une double négative. En ce qui concerne les sports, bien sûr, sous réserve de l'appréciation, monsieur le ministre, et des contraintes budgétaires, il est évident que on devrait augmenter le budget des sports. Troisième élément, à propos de ce qu'a décidé le Sénat, j'ai été très critiqué parce que, tout en ayant conscience de ma démagogie, je pense qu'il n'est pas choquant d'annuler des avantages, des privilèges liés à la fonction de président et de Premier ministre, d'autant plus que pour certains, ça date, Édith Cresson, contre laquelle je n'ai rigoureusement rien, continue à en bénéficier. Alors on me répond, c'était des grandes personnalités, notre vie politique. On peut en discuter. Mais vous voyez, donc je suis partisan, j'approuve le Sénat, j'espère qu'on pourra augmenter le budget du sport. Et troisième élément, il ne faut pas non plus se focaliser uniquement sur l'augmentation de l'argent. Il y a d'autres manières de devenir efficace.
Moi, je trouve qu'il y a une gabegie. Alors, j'ai eu la chance, moi, d'avoir fait de la sécurité rapprochée auprès de ministres et autres. Et je vois que, mais sans aller chercher les ministres, les premiers ministres et compagnie, effectivement, il y a un président de la République qui nous coûte du fric. Hein, c'est des millions d'euros par an. C'est pas quelques 200 000 € pour chaque premier ministre l'an dernier. Président de la République, beaucoup plus. Mais ce que je trouve aberrant, c'est de façon générale, c'est-à-dire cette gabegie d'argent qui est faite au niveau des élus de façon générale. C'est-à-dire, on profite de la situation à outrance. Allez dans une cour n'importe où, vous n'avez pas le moins de petits présidents de département qui arrivent sans un chauffeur, sans une bagnole, etc. Enfin, je veux dire, peut-être pratique pour qu'ils se déplacent, je l'entends bien, mais à un moment donné, les Français, on a ras la casquette, parce qu'ils ne bouffent pas. Et à côté de ça, on voit tous ces gens-là qui vivent grassement, grâce à nos deniers, à nos impôts. Donc moi, je le vois en tant que maire du rural, on n'a rien, nous. Les maires du rural, j'ai 300 €, je les reverse dans ma caisse. Je ne fais pas maire pour avoir un cachet, je fais maire parce que je suis investi dans la vie de la société. Mais il y en a beaucoup, et quand on regarde un petit peu la panoplie des élus qu'on a, vous n'en avez pas un qui vit en HLM, etc. Ils sont tous cumulards et ils prennent un paquet de fric. Donc à un moment donné, tout ça, il faut que ça s'arrête et qu'on fasse priorité au sport, à la jeunesse, etc. et qu'on mette du fric là-dessus. Tom Collin. Moi, je pense que on vit quand même dans un pays où le salaire moyen et le salaire médian est quand même assez faible. Hein. C'est d'ailleurs le salaire médian, il est à 1 900 €. Voilà, c'est quand même un des juste plus... 1892. Et le PIB par habitant d'ailleurs ne cesse de baisser en France depuis des années. Donc il y a quand même un appauvrissement réel quand même des gens, des classes moyennes, des classes populaires, etc. Même s'il y a un enrichissement d'autres personnes par ailleurs, mais ça concerne que très peu de gens, très faible proportion de gens. Donc c'est assez normal effectivement que les avantages de ceux qui sont les plus privilégiés puissent baisser, parce que c'est tout simplement eux qui peuvent consentir effectivement un effort le plus important. C'est vrai à la fois pour des personnes comme pour les entreprises. Il y a certaines entreprises qui n'ont pas forcément besoin d'être autant aidées que d'autres. Je pense qu'il faut aussi concentrer les aides du point de vue économique là-dessus, y compris par exemple sur les aides qui peuvent toucher les bas salaires, etc., les exonérations de charges sociales, ce genre de choses. Il faut faire en sorte que là, dans la situation exceptionnelle dans laquelle on est, effectivement, les plus gros, qui effectivement ne sont pas non plus illimités, je sais bien, en nombre, mais puissent effectivement, au moins de manière exceptionnelle, supporter cette charge-là de façon à ce que le rééquilibrage se fasse, que les comptes publics s'assainissent un peu d'ici quelques années. Mais pour l'instant, c'est une période de vache maigre. C'est pas gagné. Ouais. Thierry Braillard, allez-y. Thierry Braillard, vous êtes ancien secrétaire d'État au sport et président de la Fondation du sport français. Tapez dans les crédits du sport, alors qu'on sait que le sport amateur est toujours, vous me passerez l'expression, mais en train de chercher de l'argent pour acheter des ballons, des maillots, des shorts, etc. Et que ça permet quand même de réduire la délinquance, parce que quand des jeunes courent derrière un ballon de foot, de rugby ou de basket, ils font pas de bêtises. Pas que la santé mentale. La santé mentale, etc. Est-ce que vous pensez pas que c'est vraiment des économies de bout de ficelle ou de bout de chandelle, on ne sait pas comment dire. Au lendemain des JO. Hein, au lendemain des JO, oui. C'est ouf. Oui, ça va même plus loin. Déjà, je vous remercie pour l'unanimité par rapport au budget sport que je viens d'entendre. Ça va même plus loin. Quand j'étais au gouvernement, on a officiellement déposé la candidature pour organiser les Jeux de Paris 2024. Et si on se réfère à ce qu'on disait à l'époque, c'était pour rendre la France encore plus sportive, permettre à plus de Français la pratique du sport. C'était pas simplement sur un divertissement de 2 fois 15 jours. On a eu une augmentation du budget des sports ces dernières années, avec notamment tout ce qui était investissement pour les infrastructures liées aux Jeux. On avait grosso modo un budget de 890 millions d'euros. Faut relativiser, c'est-à-dire que le sport, c'est même pas 1 milliard. Quand on connaît le budget de la France, on voit très bien qu'on est sur une toute petite proportion budgétaire. Comparaison, je crois que l'éducation nationale, c'est 90 milliards. Donc le sport, on n'est même pas sur 1 milliard. Et qu'est-ce qui vient de se passer? C'est pas maintenant. Il faut déjà se souvenir du rabot de Michel Barnier, qui a décidé d'enlever la somme de 273 millions. Donc quand vous enlevez à 890 millions, 273 millions, prenez pas votre calculette, j'ai fait le calcul, c'est 30%. C'est-à-dire qu'on baisse le budget des sports de 30%. C'est scandaleux. On vient de terminer les Jeux en disant, comme les Jeux ont été une réussite, il y a plus de jeunes qui veulent aller dans les clubs, mais les clubs, ils ont besoin d'avoir plus d'éducateurs, il faut les rémunérer, plus d'infrastructures, c'est souvent les collectivités qui payent, et c'est là où on avait besoin de la manne financière pour poursuivre cet effort. Or, quand déjà avec Michel Barnier, on baisse de 30%, c'est un premier coup de poignard. Et là, on en a eu un deuxième, il y a 8 jours, avec une baisse supplémentaire voulue
de 34 millions d'euros. Celle-ci, par rapport aux 273 millions, j'allais dire, c'est un peu une goutte d'eau, mais ça fait beaucoup et ça fait beaucoup trop. Hier soir, j'étais au vœu du Comité national olympique et sportif français et j'ai rarement vu l'ensemble des fédérations être unanimes parce qu'au même moment où on leur dit il faut donner plus pour les clubs, pour les comités départementaux, l'État va baisser d'autant plus les moyens. Donc c'est incompréhensible. Vous êtes bénévole dans le sport amateur, vous avez peur de cette baisse de budget. Venez nous donner votre avis au 0826 300 300, Philippe Bilger. Justement, monsieur le ministre, comment expliquez-vous que on ne parvienne pas à appréhender le sport? Et je ne suis pas, moi, un parfait sportif en chambre. Je ne prétends pas être autre chose. On ne parvient pas à l'appréhender comme une activité qui pourrait rapporter, alors que profondément, on l'appréhende, comme vous l'avez dit, plutôt sur le mode du divertissement qui peut plaire aux gens qui le regardent ou qui éventuellement le pratiquent. Pourquoi c'est si difficile à concevoir? C'est assez simple à comprendre, dans le sens qu'on a le budget, on a Bercy qui fonctionne avec la calculatrice. C'est inhumain, la calculatrice. On vous dit, faites une coupe sonde de 30%, on fait une coupe sonde de 30%. On ne va pas voir derrière que le sport, c'est le sport à l'école, c'est le sport santé, c'est le sport moyen d'équilibre urbain, c'est le sport qui peut permettre aussi à des jeunes, vous l'avez dit, et c'est une vérité, plutôt que d'être dans une sorte d'inertie, de pouvoir pratiquer, de pouvoir défendre des couleurs, de pouvoir s'émanciper dans des quartiers parfois populaires qui ne sont pas simples. C'est ça le sport. Et c'est pas simplement une calculatrice où on dit on fait moins 30. Parce que ça, j'allais dire, on n'a pas besoin d'aller à Bercy pour le faire. Tout le monde est capable de le faire. Thierry Braillard, je rebondis sur ce que vous dites, parce que généralement, on regarde à la télévision des bandeaux, faites du sport, mangez 5 légumes et fruits par jour. En fait, on est en contradiction avec les informations qui nous sont envoyées. Comment on interne, à l'époque où vous étiez ministre et en charge de ce portefeuille, et qu'est-ce qu'on vous opposait? Qu'est-ce qu'on vous justifiait sur les 30% de baisse? Non, mais nous, à l'époque, on n'a pas eu 30% de baisse. Le budget avait augmenté déjà. Il faut quand même rendre à César ce qui appartient à César. Là, il y a une troisième chose. Donc, je vous ai dit, il y a déjà le rabot Barnier, parce que celui-là, il ne faut pas l'oublier. Il y a le fait qu'on a fait les Jeux, organisé les Jeux, quand même, était une vraie réussite. Et derrière, quelque part, cette réussite-là, on la jette à la poubelle. Et troisièmement, on annonce qu'on veut organiser les Jeux d'hiver en 2030. Exactement. Et au même moment, on dit on va baisser le budget du sport. Et je veux dire, il y a quelque chose, il faut être schizophrène. Là, on a vraiment une sorte de schizophrénie à la tête de l'État. Et surtout, et Bruno Pomar. Et surtout, il me semble effectivement qu'il faut une vision, comme vous le dites très justement, il faut une vision stratégique. On n'a pas forcément 450 000 secteurs dans lesquels on est particulièrement bon en France. On vend des sacs à main, on vend, je sais pas, des armes, des avions. Voilà, on vend un certain nombre de choses, mais il y a beaucoup de domaines dans lesquels on est quand même un peu distancé. C'est vraiment un euphémisme que de le dire. Donc effectivement, ça fait partie quand même des éléments sur lesquels on peut concentrer les efforts. Vous connaissez la théorie des avantages comparatifs qu'on étudie en économie. Et effectivement, là, il se trouve qu'avec les JO, on a effectivement cette publicité incroyable, cette campagne de communication sur la France et sur Paris qui a été une réussite absolument totale. Il faut capitaliser dessus. Vous vous rendez compte quand on fait le résultat, et je suis totalement ce que dit Thierry Braillard, quand on voit le nombre de milliards qu'a balancé et l'État et les partenaires privés, parce qu'il y a beaucoup de partenaires privés, et qu'on est incapable ensuite d'avoir une vraie politique sportive. C'est de ça dont on parle. Moi, je vois avec mon association, le sport, c'est quelque chose de formidable pour tous ces gamins de quartier. Eh bien, on est incapable de valoriser. Par contre, je voulais poser une question. Ce qui est dommage, juste avant votre question, ce qui est dommage, c'est que vous parlez des partenariats, effectivement, des entreprises, des grands groupes qui ont payé les JO. Mais à quel moment on s'est pas dit une partie du budget que vont donner les entreprises, on va les mettre de côté justement pour déployer des opérations sur le terrain sur les années à venir. C'est ça qui aurait été intéressant. Oui, alors il restait un petit reliquat, mais quoi, 20 millions d'euros, ridicule par rapport aux milliards qu'ont coûté les Jeux. Mais une question que je voulais poser à Thierry Braillard, c'est pourquoi, alors à contrario évidemment, par rapport au fait que l'État ne veut pas suivre, pourquoi on ne pourrait pas faire payer plus de sport professionnel? Je pense à la Ligue nationale du football, je prends le football parce que c'est ce qui génère le plus de pognon. Il y a déjà une taxe. Oui, mais il pourrait peut-être mettre beaucoup plus, je ne sais pas ce qu'en pense Thierry Braillard. Le sport est malade, le sport français finalement est malade, c'est ça le constat. Faire payer le foot alors qu'il y a la plupart
des clubs. La DNCG vient de rendre le bilan 2024. Ils sont à moins 1 milliard. Ils ont perdu 1 milliard d'euros. Donc le foot professionnel français est au bord du précipice. Donc, il ne pouvait malheureusement rien leur demander. Mais il va où le pognon? Excusez-moi, parce que je ne suis pas branché du tout sur le non, sujet. c'est qu'ils n'ont plus les droits télé qu'ils avaient avant et qu'ils risquent de les perdre totalement dans un peu moins d'un an. Donc, ouais, mais enfin, bon, quand même. Et surtout, ce qui est dommage, c'est qu'ensuite, le sport devient après une pratique privée. C'est-à-dire, les gens vont en salle de sport, etc., ce qui est très bien. Mais du coup, la dimension collective qui peut exister, effectivement, disparaît progressivement. C'est ça aussi les valeurs du sport. Hein. Oui, bien sûr. Si je dois résumer une chose, c'est pour être un peu choquant à votre antenne, c'est à quoi cela a servi d'organiser les Jeux Olympiques et Paralympiques. Tout à fait. Ouais, c'est ça. Comme ça. Arriver à ça. Allez, 0826 300 300. Frédéric est avec nous de Paris. Frédéric, votre avis, est-ce que vous êtes sportif? Je le fus il y a longtemps, j'essaye de l'être un petit peu, je suis complètement, alors à 100, même à 1000% avec le ministre sur le sujet. J'ai été un de ceux qui ont participé à l'organisation des Jeux Olympiques à Paris 2024, c'était une fête extraordinaire et je suis sidéré de voir que plutôt que d'utiliser la formidable réussite de ces Jeux comme un tremplin pour faire de la France une grande nation de sport, non, on décide d'enlever de l'argent dans un budget qui est déjà quand même, qui partait déjà de très loin, le budget du sport en France, eh ben il y a déjà rien et à rien on va encore enlever quelque chose et je suis sidéré, je suis même en colère, je trouve ça d'une stupidité phénoménale. Absolument. Le mot de la fin peut-être, monsieur le ministre Thierry Braillard. Pour vous lancer un autre débat sur une hypocrisie bien française par rapport au sport, quand on a créé les paris sportifs, vous vous souvenez? Oui, tout à fait. Ça s'appelait l'autosportif à l'époque. Ce que l'État allait percevoir des paris allait nourrir le budget des sports. Et un jour, sans coup férir, Bercy a imposé un plafond. Et tout ce qui dépasse le plafond va dans les caisses de l'État. Et donc, on a mis un plafond à 100 millions. Et on ne peut pas aller au-delà, même si les paris sportifs sont de plus en plus bénéficiaires pour l'État. Voilà le genre d'hypocrisie où, quelque part, on essaie de prendre de l'argent de partout. Et tant pis, si les jeunes qui vont voir un club et qui ne peut pas les accueillir après les Jeux sont très tristes. La calculette l'a emporté. Merci beaucoup Thierry Braillard, ancien secrétaire d'État au sport, président de la Fondation du sport français. Frédéric, vous restez avec nous. On poursuit cette émission dans un instant. Avec une épreuve sportive. Parce que le qui c'est qui l'a dit, c'est vraiment du sport. Au rugby, c'est un ruck où il n'y a aucune règle. Voilà, tout le monde peut y aller avec la tête, les poings. Surtout un qui se situe légèrement à ma gauche. Si vous continuez de parler comme ça, je vais vous couper les budgets, Philippe. À tout de suite. Sud Radio, votre avis fait la différence. Vous êtes auditrice de Sud Radio depuis longtemps ou pas? Depuis plusieurs années, depuis que je me suis rendu compte qu'on nous disait pas tout à la télévision. Sud Radio, parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Les vraies voix comme tous les jours, bien entourés encore aujourd'hui de Philippe Bilger qui est avec nous, Tom Conan, Bruno Pomar et vous au 0826 300 300 et le merveilleux Frédéric qui est avec nous. Bonsoir Frédéric. Bonsoir. Nous sommes très heureux de vous annoncer que vous avez été désigné pour lancer le jingle. Je le lance. Alors, c'est le quiz Sud Radio. Faut être rapido. Oh, bravo, Sud Radio. Bravo. Le quiz de l'actu. Jolie rime. Jolie rime. On fera une remise des prix à la fin de l'année avec des meilleurs lancements. Et écoutez bien, cher Frédéric, puisque ça va être à vous si je tombe sur la séquence. C'est bien. Allez, qui c'est qui l'a dit 3 points. Une fois condamné définitivement, il n'y a pas de raison que des personnes non françaises restent dans nos prisons. Darmanin. Bonne réponse de Frédéric, Gérald Darmanin. Moi je dis, Frédéric, il est efficace. Oui. Voilà ce que je dis. Moi. Qui c'est qui l'a dit? Sur les 7 heures de travail gratuit, la Macronie est à 2 doigts de nous réinventer l'esclavage. Alors, je vous aide un peu. Allez-y. C'est du LFI. Oui, mais alors c'est un député LFI qu'on a cité que 1 ou 2 fois. Une ou 2 fois en général? Dans le qui c'est qui l'a dit. Oui. Ah ouais. Et il y a 2 personnes qui ont un peu le même nom. Oui. Porte. Non. Bernalicis. Non. Léaumont. Poule. Non. Poule. Il a récupéré, il a gagné la circonscription d'Adrien Quatennens. Voilà. Ah, je connais même pas celui-là. Bah si. Poule. Coquerel.
Non. Il y a... c'est Hirsan, ça. Presque. Non, c'était Aurélien Lecoq. Oui, avec sa quête là. Oui, c'est ça, c'est le sujet. On donne pas un demi-point à Coq. Je suis. Qui a dit c'est quelqu'un des filles? C'est Frédéric qui l'a dit. C'est pas mal. Ouais. Bon, on met un point. Il a dit Coq quand même. On met un point à Frédéric. Allez, qui c'est qui l'a dit? 3 points. On n'aura pas 3 chances. Il est vital que la France se dote d'un budget. Frédéric. Pas le Premier ministre quand même. Non. Ah non, mais un des plus hauts personnages de l'État. Attal? Non. Ah oui. non. Frédéric. Président. Larcher. Larcher. Ouais. Non, C'est quoi la phrase? Je l'ai pas bien entendu. Braun-Pivet. Bonne réponse de Bruno. J'allais dire. Franchement, j'allais le dire. Non, de ma même mauvaise foi. Franchement, vous alliez dire. Vous doutiez de ma culture, mon cher Philippe. Ouais. C'est dans le doute. Est-ce qu'on peut sortir l'enregistrement de la tête de Philippe Bilger? Je l'ai vexé là sur le coup. Ben oui, j'entends même pas les questions. C'est qui l'a dit? Alors écoutez bien, à 3 points sur la dette. Nous sommes dans une situation qui est entre le préoccupant et le grave. J'ai adoré cette phrase. Ah oui, c'est pas mal. Frédéric. Préoccupant et le grave. Fillon. Non. Lombard. C'est quelqu'un de très fin. Moscovici. Et Moscovici, exactement. Bravo. Bonne réponse de Tom Conan. Pierre Moscovici, premier président de la Cour des comptes. Et si vous parlez tous en même temps, on ne comprendra rien. Ce qui est le cas. Question qui c'est qui vous avez vu comme je vous ai calmé, c'est fou ça. 3 points. C'est absurde de se proclamer. Le milliardaire français Éric Ciotti va finir par se tronçonner lui-même, Ciotti, et ses ciotistes. Des ciotises. Ah oui, des ciotises. À vous, Frédéric. Je vous aide. C'était sur Sud Radio ce matin. C'est pas Lisnard parce qu'il l'aime bien. Ça peut être Estrosi parce qu'il l'aime pas. Non. Pas le même bord. Hein. Plus loin. Pas le même bord. Plus loin. Qui est-ce qu'on avait ce matin? Non. C'est pas. Attends, il a été écarté d'un parti. Bertrand? Non. Jadot? Non. Non. Il a été écarté d'un parti pour avec une investiture. Il a été écarté d'un. Corbière. Bonne réponse de Bruno Pomar. Excusez-moi, Philippe Bilger est en train de me regarder avec un air d'une violence. Je vous laisse gagner, mon cher Bruno. Qui c'est qui l'a dit à 3 points? Il n'y a pas de conclave. La CGT n'a jamais participé à un conclave et ne participera à aucun conclave. C'est une question de laïcité. Frédéric. Comment ça s'appelle? Binet, je sais plus. Bonne réponse. C'était facile. Mais le coup du conclave et de la laïcité, j'avoue que ça m'a fait rire. Oui, d'accord. François Bayrou, qui c'est qui l'a dit? François Bayrou, pour l'écologie n'est pas la solution, mais est le problème. Celle qui a la veste verte là. Mais oui. Il a dit bonne réponse. Il est fort, Frédéric, mais il l'a dit. Hein. Non mais qu'est-ce qu'il a, Philippe? Il est en décalage ou quoi? Vous êtes en décalage de... Oui, mais j'ai l'impression... Non mais Philippe, ici il est 17h55. Chez vous là, il est quelle heure? C'est après que vous êtes en... 17h. Non mais j'ai donné 2 réponses bonnes et c'est la sidérée. Qui l'a dit sur les influenceurs algériens interpellés? Le régime dictatorial algérien se marre de l'impuissance française. Frédéric. Ça pourrait être Ciotti. Non. Zemmour? Non. Non. D'info, Driancourt. Non. Le Pen? Non. Retailleau? Non. RN, Chenu? Non. Jacovelli? Odoul. Bonne réponse, Odoul. Enfin. Alléluia, il a dit un truc. Ah oui, il était temps. Je les ai tous faits. Ah ouais. Eh bien, verdict, le vainqueur c'est Frédéric avec 10 points. Bravo. Bruno Pomar avec 6 points. Tom et Philippe Bilger avec 3 points. Mais là, Frédéric, bravo. Tu vois que les autodidactes parfois peuvent l'emporter. Ouais, Frédéric, vous êtes le premier auditeur de l'année. Je parle de moi. Ah oui, mais je parle pas de... Oui, il est bon. Je suis honteux d'avoir battu M. Bilger. Ah, mais il faut pas. Il est le meilleur. Mais Bruno Pomar est 3e et il dit qu'il a gagné. Non, il est 2e. Ben, je suis comme un défi, moi. Il est 2e. En fait, il est 3e. Ah, mais non, il est 2e et vous êtes 3e avec Tom. C'est pas possible. Frédéric, on vous laisse parce qu'il y a tellement de mauvaise foi ici que c'est très compliqué. Merci 1000 fois d'avoir participé avec nous. Merci à vous. À très bientôt. Vous êtes le bienvenu, bien sûr, dans cette émission. Quand vous voulez. Dans un instant, le journal. Et puis Rémi André avec la météo. Et puis Philippe David avec la rage de vivre. On va passer de l'autre côté de l'Ukraine, ma chère Cécile, une fois.
En Belgique. En Belgique, Ah, là. en Belgique. Ah bon, vous allez voir, et là, j'ai la frite. On va manger des craquettes. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Et autour de cette table, jusqu'à 19h, Philippe Bilger, Tom Conan, Bruno Pomar et vous au 0826 300 300. Ne perdons pas de temps puisque vous laissez des messages sur notre répondeur et puis nous les écoutons et surtout nous vous invitons à nous parler en direct. Et notre invité du jour, c'est Philippe. Bonsoir Philippe. Bonsoir Philippe. Bonsoir les vraies voix. Philippe, quand nos jeunes gauches, enfin en tout cas quand la gauche bien pensante s'occupe du sexe à l'école, c'est ce que vous dites. Oui, c'est ça. Et donc je voulais faire un. Alors moi, j'ai pris une mesure. Je vais essayer de rester calme avant trentaine. Parce qu'à chaque fois que j'interviens, ça commence doucement et je finis par m'emporter. C'est pas votre genre. Ouais. Et donc du coup, oui, je voulais faire une comparaison entre un homme politique qui est élu aujourd'hui à la tête de son pays, Donald Trump. Et comme il est, on peut penser ce qu'on veut de cet homme-là. Et on est en France, on a le droit de penser ce qu'on veut sur les gens et de les critiquer. C'est pas un problème. Et d'ailleurs, c'est bien, c'est ce qui fait la charme de notre pays, et qu'on soit français. Mais moi, ce qui m'en fout, et il n'y avait pas besoin que ce soit Trump qui soit élu, c'est qu'aujourd'hui, moi, en tant que citoyen français qui paye des impôts, comme beaucoup de Français. Attention Philippe, on vous entend pas très bien. Il faut que vous soyez plus proche de votre téléphone. Oui, je disais moi qui suis citoyen français qui paye des impôts aujourd'hui. Je vois mes hommes politiques de tous bords qui, depuis 40 ans, passent leur temps à faire en sorte que notre pays s'écroule. Et moi, je vois cet homme qui arrive. Sa vision de son pays, c'est d'abord les Américains d'abord. Et moi, voilà ce que je veux vous dire. On va aller sur Mars. Je mets 500 milliards sur la table pour l'intelligence artificielle. Et nous, regardez ce qui se passe depuis qu'il est élu. Vous avez la RTBF, la télévision belge, qui se permet de passer l'investiture en différé. Vous avez des gens de gauche bien pensants qui passent leur temps à nous expliquer que cet homme est fasciste, raciste, misogyne, etc. Et puis en attendant, vous avez une ministre de l'Éducation, Madame Borne, qui elle va nous expliquer, et comme tous les autres qui sont passés, que en fait on va apprendre à nos gamins comment s'aimer, les relations hommes-femmes, on y met un peu de transgenre parce que tant qu'à faire, on y va, on lâche tout, etc., etc. Donc si c'est ça la vision qu'on veut donner au peuple français, et je vais vous dire entre autres au peuple européen, parce qu'on est tous dans la même barque, moi j'en ai marre d'un président qui me dit l'Europe, et ben moi je veux la France, je veux que nos gamins ils apprennent à lire et écrire, la grammaire, l'orthographe, l'histoire de France, comment être de bons citoyens, se respecter, et surtout se lever le matin, avoir la valeur du travail, du courage, se remettre en question, quand on tombe on se relève et on avance. Voilà, tous ensemble main dans la main, et qu'on arrête, et la France arrête d'être un paillasson. Voilà, la France c'est un paillasson, et quand je vois tout ce qui se passe aujourd'hui, je deviens dingue. Vous voyez, j'ai pas tenu ma promesse, j'en ai marre. Philippe Bilger, vous avez déjà un avantage, Philippe, vous portez un très beau prénom. Je pensais la même chose. Ma deuxième observation, vous avez totalement raison, moi je ne tombe pas dans l'idolâtrie de Trump, mais il y a des choses que j'apprécie profondément chez lui, le côté anti-woke. Et troisième élément, vous avez raison, cette vie intime sexuelle qui va être enseignée à l'école, c'est rassurant d'une certaine manière, comme Elisabeth Borne n'avait été nommée que pour faire de l'anti-Attal, ça montre qu'elle est capable de faire autre chose. Mais ça, c'est vrai que la promesse, promettre Mars comme Kennedy avait promis la Lune, aujourd'hui, on a l'impression qu'en France et en Europe, on est incapable de promettre quoi que ce soit. Ouais, mais là-dessus, on n'y pense même pas. Mais on n'y pense même pas, oui. Avoir des objectifs stratégiques importants, c'est vrai. Et d'ailleurs, on en a parlé tout à l'heure avec l'ancien ministre des Sports, s'agissant effectivement du sport qui est sacrifié sous l'autel des coupes budgétaires. Donc ça, je suis tout à fait d'accord. Nous, on pourrait avoir nos propres politiques tout aussi ambitieuses, en tout cas à notre échelle européenne ou française, qui soient tout aussi enthousiasmantes. Néanmoins, il y a quand même d'autres pratiques chez Trump. Voilà, on l'a, j'imagine, largement abordé ici déjà dans d'autres émissions cette semaine. Mais fondamentalement, il y a plein de choses qui sont quand même très choquantes. Vous avez quand même une remise en cause de plein de politiques justement sur le genre, sur l'égalité entre les genres, sur la diversité des genres. Il me semble que dans le contexte que nous connaissons également, d'ailleurs le contexte de retour de certains discours masculinistes, etc. Ça me semble très bien que c'est
ces choses existent en Europe. Or, elles sont supprimées actuellement aux États-Unis. Il y a même par exemple des choses aussi basiques qui seraient très choquantes en France. Par exemple, des pages sur le VIH. Vous savez, la maladie qui mène au sida, dont on meurt encore en France, contrairement à ce qu'on croit. Et ben, toutes ces pages, par exemple, du gouvernement relatives au VIH aux États-Unis ont été supprimées dans le cadre effectivement de cette politique de suppression de tout ce genre d'informations. C'est extrêmement choquant. Donc, on ne peut pas faire table rase comme le fait Trump avec de l'intelligence. Bruno Pomar. Moi, je crois que simplement, Trump, c'est un agent immobilier, c'est un mec de la terre. C'est pas un haut fonctionnaire comme on n'a que ça dans notre pays. D'ailleurs, depuis 50 ans, depuis que De Vrij a créé cette fameuse ENA, l'École nationale d'administration, on est dirigé que par des technos, mais de tout temps, et qu'aux États-Unis, c'est les chefs d'entreprise. Les chefs d'entreprise, ils s'appellent Musk, ils s'appellent Trump, c'est des mecs pragmatiques qui parlent cash, et nous, en France, on a des gens qui tournent toujours autour du pot avec une forme de philosophie sur tous les sujets, et le résultat, on le voit, on est en train de sombrer totalement. Pour rebondir sur ce que dit Philippe et pour vous, Tom, est-ce qu'on n'a pas un problème de priorité ? Il a dit un mot très important, il parle d'illettrisme. Aujourd'hui, il y a plein de gens qui savent ni écrire, ni lire. Alors que c'est l'avenir, c'est leur avenir à eux qui se joue. 8% de la population est illettrée. Donc ça, c'est un vrai sujet. Il a raison, Philippe, de dire. Est-ce que c'est pas ça notre priorité, d'abord, d'apprendre les bases, d'apprendre à des enfants vous avez raison, par exemple, sur la question des mathématiques, effectivement, le niveau en mathématiques en France est très mauvais, ça. Donc bien sûr, toutes ces choses-là doivent être prioritaires, mais je veux dire, c'est absolument pas nécessaire de le faire tout en piétinant les droits qui ont été acquis ces dernières années, y compris certains aspects du wokisme d'ailleurs, qu'on peut condamner à certains égards, mais dans certaines dérives, mais dont le fond, ça serait tout un débat, peut être intéressant. Oui, bien sûr, mais est-ce que tout ça finalement a aussi un certain nombre d'influences en France aussi ? Mais encore une fois, même la dimension oligarchique actuellement du pouvoir américain qui se met en place, c'est quand même très choquant. Vous avez vu sur TikTok, on va donner TikTok à Elon Musk pour qu'il puisse le racheter. Enfin, voilà, c'est des pratiques d'un autre âge. Merci beaucoup, Philippe, en tout cas, de ce coup de gueule. Dans un instant, un autre coup de gueule, Philippe. On va aller en Belgique. Bon, jusqu'ici, tout va bien. Allez, à tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons Vraie Voix Sud Radio. 17h-19h. Philippe David, Cécile de Ménibus. Philippe Ilger, Tom Comnan, Bruno Pomar autour de cette table. Et tout de suite, le coup de gueule de Philippe David. Les Vraies Voix Sud Radio. Si vous êtes là, c'est parce qu'il y a une particularité dans la diffusion de ce discours. Il va être en léger différé. Pourquoi, Aurélie ? Alors, on a constaté à plusieurs reprises que Donald Trump a tenu des propos racistes, d'extrême droite, xénophobes, d'incitation à la haine également. Et donc, nous avons décidé de diffuser ce discours avec un léger différé pour prendre tout simplement le temps de l'analyse, du décryptage. Et c'est une pratique que nous appliquons déjà depuis de nombreuses années à la RTBF en Belgique francophone avec d'autres médias et que nous appelons avec un terme technique qui s'appelle le cordon sanitaire médiatique et qui nous permet tout simplement d'éviter de banaliser des propos d'extrême droite, des propos d'incitation à la haine, d'éviter de normaliser ces propos. Alors il ne s'agit certainement pas de censure, évidemment que la RTBF ne pratique pas la censure, mais nous ne diffusons pas ce type de propos en direct, nous les analysons et nous prenons le temps de les décrypter et de les encadrer. Comme d'habitude, je vais remettre le clocher au milieu du village, un village qui se situe encore à l'étranger puisqu'il s'agit de Bruxelles, capitale de la Belgique. Pourquoi la Belgique ? Parce que comme vous venez de l'entendre, la cérémonie d'investiture de Donald Trump a été décalée de quelques minutes à la télévision publique belge francophone pour voir si les propos étaient audibles par les téléspectateurs d'outre-Quiévrain au nom, je cite, d'un cordon sanitaire médiatique. Le nom laisse rêveur car il sous-entend que certains auraient des propos de lépreux et qu'en conséquence, il faudrait les enfermer dans une léproserie au moins médiatique. Le pire est que ce décalage de diffusion est totalement assumé tout en mettant la bouche en cul de poule pour affirmer qu'il ne s'agit en aucun cas de censure. Mais plusieurs questions se posent. Qui est l'arbitre des élégances pour décider des propos qu'on a le droit d'entendre ou pas à l'antenne ? Sur quels critères les responsables de ce qu'il faut bien appeler une commission de censure ont-ils été sélectionnés ? A-t-on le droit de dire qu'il faut contrôler l'immigration ou est-ce un propos impossible à passer à l'antenne ? Peut-on dire qu'une ville comme Molenbeek est un foyer du terrorisme islamiste ou ces propos sont-ils à bannir ? Finalement, Orwell était visionnaire quand dans le livre 1984, il parlait du ministère de la vérité, à moins que comme source d'inspiration, la RTBF ait pris pour modèle l'Union soviétique où les gens disaient « Si tu ne l'as pas lu dans la Pravda, tu ne le liras pas non plus dans les Izvestia, les deux
deux seuls journaux de désinformation généraliste passant à l'époque par la même commission de censure. Finalement, le jingle de la RTBF, ça devrait être ça. Philippe Bilger. Je suis absolument d'accord. Quand je l'ai écouté ce matin ailleurs, je n'ai pas cru que c'était possible. Qu'elle vienne dire, c'est pas de la censure, c'est hallucinant. Alors que la méthode du différé peut être utilisée, c'est clair, elle l'est parfois, mais là, c'est hallucinant. Qui décrète, vous l'avez très bien dit. Mais ce qui est gênant dans ces déclarations de militants, c'est une militante, cette dame, c'est pour le journalisme, pour les professionnels que vous êtes, vous les journalistes. C'est quoi le journalisme? C'est être militant? Faut s'interroger. Moi, au risque de décevoir, ça me choque absolument pas. J'ai écouté ce qu'elle a dit, la fille. À partir du moment où c'est diffusé, il y a à aucun moment elle explique que ça va pas être diffusé. C'est diffusé en différé. Et quel est le problème? Mais qui décide de ce qu'on peut diffuser ou pas? Quand vous allez dans qui décide? Non, mais par exemple, quand vous allez dans un musée, vous allez en Angleterre au Tate Museum, le musée d'art moderne, et il y a des panneaux qui disent il y a certaines salles qui peuvent être choquantes. C'est-à-dire que vous pouvez évidemment y aller, c'est absolument pas censuré, mais on vous prévient qu'il y a un discours d'information qui peut choquer. Oui, mais fondamentalement le différé alors justement parce qu'éventuellement peut-être pour mettre par exemple effectivement un bandeau, telle personne a été ciblée. J'imagine que c'est ça leur intention. Moi ça me choque pas tant que c'est diffusé. Tant que c'est diffusé, ça me choque pas. Ça fait peur. Sur des critères de décence, de respect des droits, moi ça me choque pas. C'est quoi? C'est justement le fait d'informer les gens si éventuellement ils vont s'attendre à quelque chose qui va être violent. C'est quoi les propos de l'extrême droite de M. Trump, par exemple? C'est pas une question d'extrême droite ou de n'importe quoi, c'est une question de personnes qui peuvent se sentir insultées ou attaquées. Les spectateurs pour des imbéciles. Bien sûr, ça c'est autre chose, mais en soi, si c'est diffusé, même en différé, moi ça me choque pas. Non, les spectateurs ne peuvent pas écouter ça, ils sont trop cons. Bravo Tom d'avoir la voix qui convenait dissidente. Non, c'est pas ça, pour moi c'est un juste milieu. On y va, allez, l'info en plus, merci Philippe David avec Félix Mathieu. Les vraies voix Sud Radio. Bien sûr, on coupera toutes les séquences qui ne nous correspondent pas. En rétention. Donald Trump s'exprimait aujourd'hui devant un parterre de grands patrons du monde entier au Forum économique de Davos. Oui, l'occasion de parler de transition de genre, figurez-vous. Vous l'attendiez peut-être pas là-dessus au Forum économique de Davos, mais bon, on parle de Donald Trump, lui il parle de ce qui lui passe par la tête. Désolé d'ailleurs effectivement pour le cordon sanitaire. Donc oui, après avoir incité les grands patrons à investir aux États-Unis, le voilà à redire tout le mal qu'il pense donc des transitions de genre. An official policy of the United States that there are only two genders, male and female. C'est désormais une politique officielle des États-Unis, le fait qu'il n'existe que deux genres, hommes et femmes, et aucun homme ne pourra participer à des compétitions de sport féminin. Les opérations de transition de genre, qui étaient devenues très à la mode, vont devenir très rares, dit Donald Trump. Il ajoute que les États-Unis connaissent depuis 3 jours ce qu'il appelle une révolution du bon sens. Ce sont ses mots. Il promet une planète, je cite encore, plus pacifique, plus prospère grâce à l'impulsion qu'il entend bien provoquer aux États-Unis. Philippe Bilger. J'aime bien l'idée de révolution du bon sens, mais là où je m'inquiète un peu pour lui, même le bon sens, il aura du mal à le passer. Ça, il va se heurter à des obstacles, des défis. Quand on voit que dans une compétition de MMA, un ancien Navy SEAL, c'est-à-dire les commandos marines américains, a été mis avec les femmes, que c'était une Française en finale, la pauvre fille, elle s'est faite défoncer en 2 minutes, même pas. Est-ce que c'est pas du bon sens? La révolution du bon sens, si c'est une révolution qui est purement réactionnaire, je sais pas en quoi c'est du bon sens. Mais le bon sens, c'est réactionnaire. Au-delà de ça, je vois pas qu'est-ce qui déplaît, en quoi est-ce que les personnes transgenres qui sont une infime proportion de la population mondiale et américaine, en quoi ça le dérange? En quoi ça le dérange? On sait pas nous. Non mais en quoi ça le dérange? En quoi ça le dérange que non mais il explique qu'il veut y avoir 2 genres, donc le femme-homme, donc en gros les personnes, si je comprends bien, les femmes trans ou les hommes trans, donc qui ont fait une transition, si je comprends bien, sont invisibilisés, sont annulés, sont cancelled d'une certaine façon. Je trouve ça très choquant. Mais quel est de quel droit est-ce qui se permet d'insulter toutes ces personnes? Thomas, on arrête enfin une confusion délétère. Mais délétère pour vous, mais c'est pas délétère pour les personnes qui ont fait une transition. Moi je suis cisgenre, ça me concerne pas, mais pour les personnes trans, ça les concerne. Depuis la nuit des temps, il y a Adam et Ève.
Mais hommes, la femmes. nuit des temps, mais ça, oui. c'est pas un argument. Mais ça, oui, ça, non, mais franchement, cessons toutes ces dérives. Parce que pour moi, c'est des dérives. Durant la nuit, il y a Adam et Ève. Les dérives sont des deux côtés. Ce qui est bien, parfois Adam et Adam. Il faut à Sud Radio, c'est de pouvoir effectivement d'avoir des avis qui s'opposent. Merci beaucoup en tout cas Félix pour Avec cette plaisir. information et vous restez avec nous et la suite des Vraies Voix avec le tour de table de l'actu des Vraies Voix dans un instant. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les Vraies Voix Sud Radio, 17h-19h. Philippe David, Cécile de Ménibus. Si vous avez manqué le début, on vous en veut un petit peu, mais pas trop quand même. C'est dommage parce que c'était très intéressant et les avis très... pas du tout de convergence. Opposés, oui, c'est vrai. Pas du tout, mais c'est ça qui est aussi intéressant. Et puis tout de suite, cette rubrique qu'on aime beaucoup puisque ce sont les vraies voix qui arrivent avec leurs propres informations. Ça s'appelle le tour de table de l'actu de nos vraies voix. Mais maniez-vous le tronc, on va bientôt se mettre à table. Philippe Bilger, vous m'indignez. Vous voulez que je vous éclate? On ne résout pas les problèmes par la violence. Mais vous êtes un trouillard. Philippe Bilger est au taquet. Ce ne sont pas des cons, ce sont des délirants. C'est beaucoup plus grave. Le tour de table. De l'actualité. C'est bien avec Philippe Bilger pour faire un best-of de 6 heures. Oh, je préfère Rocco. On laisse planer l'espoir. Alors Philippe Bilger voulait parler du coup de Bernard Cazeneuve et Dominique de Villepin. En fait, je vais aller très vite, j'en ai parlé tout à l'heure. Des premiers ministres, d'anciens premiers ministres ont coûté l'an dernier 200 000 € pour Dominique de Villepin et Bernard Cazeneuve et tous les autres qui ont occupé la fonction de premier ministre ou de président. J'ai dit tout à l'heure que j'ai conscience de faire un peu dans la démagogie, mais je trouve qu'il n'est pas choquant d'avoir supprimé les avantages liés à ces fonctions pourtant prestigieuses. On m'a dit, ce sont des grandes personnalités qui ont eu de grands parcours. D'abord, c'est pas vrai de tout le monde. On s'en fout en plus. Et puis ensuite, je crois que dans notre époque où on n'aime pas les avantages qu'on ne peut pas réellement expliquer, il vaut mieux les supprimer. Est-ce que je peux dire quelque chose pour une fois? Je me dis que en fonction de la durée du mandat, enfin en tout cas que l'on vous accorde en tant que Premier ministre, quand on voit le avant et le après physique des premiers ministres ou des gens qui ont pris... c'est extrêmement violent. Oui, Édouard Philippe, qui est resté combien de temps? 4 ans, 5 ans, 6 ans? Non, il est resté à peine 3 ans. 3 ans? Il est resté jusqu'au Covid, 2017-2020. Voilà, et je dis que ça, je dis pas que ça vaut 200 000 €, mais ça vaut quand même quelque chose. Franchement, non, mais il y a des chefs d'entreprise, il y a le pauvre mec à l'usine, on lui file pas 200 000 € quand il sort de l'usine. Donc arrêtons. Non, je pense qu'encore une fois, là-dessus, il faut que ces gens-là, qui sont déjà à l'origine relativement aisés, Villepin, toute la clique, là, ils ont tous des cabinets d'avocats, ils se gavent déjà comme des malades. Je trouve que c'est indécent, effectivement, tu as raison. Indécent sur ce que ça coûte. Sur la sécurité, je suis un petit peu plus ministre intérieur, etc., qui a pris des risques, etc. On peut lui laisser une sécurité, mais le cabinet à côté, secrétariat, etc., je trouve qu'il se gave sur le compte de nos impôts et c'est pas normal. Moi, il me semble qu'on devrait mettre des règles objectives comme pour les autres personnes, c'est-à-dire ce serait le mérite, on parle tout le temps du mérite en France, et la pénibilité. Et la pénibilité. Quelle est la pénibilité? Elle peut être importante, hein. Cécile va nous dire à l'instant, effectivement, comme même Barack Obama, outre-Atlantique, on avait vu qu'il avait aussi vieilli d'un coup, etc. Donc c'est sans doute des tâches effectivement très intenses intellectuellement, physiquement, qui demandent d'être disponibles en permanence. Donc il ne s'agit pas de dire que c'est des métiers faciles, absolument pas. Mais encore une fois, la pénibilité et le mérite. Est-ce que des personnes ont mené des politiques, qui ont eu des impacts extrêmement positifs sur une longue durée, redresser le pays, leur ministère, etc. Pas de vie, pas de vacances, pas de machin. Juger sur pièce, juger les résultats également. Oui, mais alors pourquoi pas qui l'évaluera? Donc il y aura certains qui seront on est bon pour faire des commissions en France. Qui mettons dans la commission? C'est comme sur la RTBF, qu'est-ce qu'on a le droit de dire ou pas? Citoyens, on mettrait des citoyens. Je voudrais reprendre notre camarade qui dit un métier. Non, c'est une mission. Une mission. Tu t'engages là-dedans. Moi, je suis maire de mon petit village. C'est parce que j'avais vu un vidéo et c'est pas pour prendre du. Mais le problème, c'est que à ce niveau-là, très souvent, c'est des gens qui ont fait profession de politique et qui font ça depuis 30 ans, 40 ans, 50 ans parfois. On voit c'est leur métier. Cécile a raison. On voit que ça les crève. Oui, tout de même quand on voit les changements d'un Macron, tu as raison. Même Darmanin. Mais comme effectivement quelqu'un qui a travaillé à l'usine, qui a levé des charges toute sa vie, qui a été déménageur et à 50 balais, il est explosé. Mais on les oblige pas à le faire, nos politiques. Et ils le font parce qu'ils ont envie de le faire. Le déménageur, il le fait pour bouffer. Exactement, bien sûr.
Ouais, enfin, ça va. Ben oui, Cécile, ben oui, mais t'es indulgente vis-à-vis. Mais non, mais moi je trouve que. Oui, mais là, vous êtes un peu démagogique. Non, mais là vous comparez deux choses complètement différentes. Bon, c'est vrai que l'ouvrier qui travaille 30 ans en usine, c'est vrai que c'est normal qu'on lui file 800 € par mois en retraite. C'est pas ce que j'ai dit. Moi, je suis la première. Pourquoi ces gens-là, on leur filerait plus de 200 000 € de frais de fonctionnement, alors qu'ils ont des cabinets d'avocats, ils ont tout. Villepin, mais ils sont gavés. Il fait un, comment on appelle ça, un concert, là, un colloque, il prend 100 000 €, ça compare. Il faut arrêter de déconner. Mais lui, c'est un très bon exemple pour démontrer qu'il faut on ne peut pas comparer les deux. En revanche, il y a un point qui est effectivement en revanche très important, et je crois qu'aux États-Unis, mais 200 000 € par an, ça n'a aucun sens. Auquel ils sont très sensibles, c'est qu'effectivement des gens qui ont une fonction politique éminente représentent même effectivement après la fin de leur fonction, la cessation de leur fonction, la France d'une certaine façon, et donc effectivement il ne faut pas le laisser dans une forme d'indigence, etc. Parce que ça serait très mauvais aussi pour l'image d'un pays, savoir qu'un ancien chef d'État, un ancien Premier ministre, même s'il l'a été que pendant 1 an ou 2, se retrouve effectivement dans des situations de grande précarité. Ça, effectivement, c'est aussi problématique pour l'image de la France. Tu n'as jamais trouvé, d'ailleurs, même en France. Non, mais ça pourrait arriver. Trouve-moi un député, un sénateur qui ont eu des responsabilités importantes dans un HLM, dans le. Non, mais c'est aussi pour ça qu'il y a aussi des avantages de ce type-là, je veux dire. C'est démagogique, c'est ce que Madame Cécile de Ménébus. Non, mais je pense qu'on ne compare pas les mêmes choses. Je dis que c'est indécent de donner à vie 200 000 € à ces gens-là. Je dis juste que moi, et vous m'avez pas entendu ce que j'ai dit tout à l'heure, je dis qu'il y a un impact très important sur la famille. Regardez Brigitte Macron, tout ce qu'elle prend à cause de son mari. Les enfants, la famille, la sécurité, ça vaut un petit truc, ça vaut pas 200 000 € pendant 15 ans et par an. Je suis pas d'accord avec le montant. Je dis que ça n'est pas non plus. Il faut arrêter de dire que ça ne vaut rien du tout. Mais Cécile, vous oubliez une petite chose. Dans le micro, parce que sinon vous me parlez à l'oreille. Lorsqu'ils exercent le pouvoir, ils ont déjà beaucoup d'avantages et de privilèges. Mais je sais. Bien sûr. Bien sûr. Vous êtes mais je trouve qu'il faut pas comparer avec des gens comme nous, des gens normaux, qui travaillent. Cécile, il y a un chef d'entreprise de 50-60 employés qui se tue à la tâche pour payer. Mais non, quand il laisse tomber son entreprise, on lui file pas des centaines de milliers d'euros en permanence pour continuer sa vie. Non. S'il a gagné du pognon avant, il a mis un trésor de côté. Je trouve qu'il faut le faire pour tout le monde. Il faut pas dire on arrête de le faire pour eux. Il faut le faire pour beaucoup de gens. Voilà, c'est tout. À niveau différent. Et effectivement, vous avez raison sur les entrepreneurs. Tom Conan, la contamination de l'eau potable en France. Oui, alors ça m'a beaucoup choqué. Je ne sais pas si vous avez vu passer effectivement cette information. Mais en effet, il y a eu des mesures qui ont été faites sur l'eau potable en France. Alors pas seulement à Paris, en France en général. Et en effet, donc il y a le laboratoire Eurofins et les associations UFC Que Choisir et Génération Future qui ont révélé des concentrations importantes de TFA. Alors TFA, pour l'information, c'est trifluoroacétique. Voilà. Et donc effectivement, ces polluants, ce qu'on appelle des polluants éternels, et des PFAS, désolé pour ces acronymes, mais c'est pour simplifier ces termes extrêmement complexes, évidemment, ont été donc évidemment dénoncés par ces organismes, par ces associations, parce qu'effectivement, elles pourraient potentiellement avoir des impacts sur la santé. Il y a notamment l'Allemagne qui a proposé le classement du TFA justement comme toxique pour la reproduction, et même à demande à l'agence européenne qui est responsable de ces questions de mise sur le marché des produits, de pouvoir être un peu plus vigilant en effet à l'avenir. Et donc dans 20 communes qui ont été sur 30 communes testées, il y en a 20 qui ont dépassé la norme de référence en Europe. Donc c'est quand même assez inquiétant, mais effectivement comme c'est des polluants éternels, évidemment le terme l'indique, c'est effectivement très compliqué de les supprimer totalement de l'eau. Donc c'est une vraie difficulté technique, mais qui pose quand même vraiment question sur la santé publique. L'eau, c'est un trésor, oui, mais effectivement, nous les agriculteurs en avons besoin et il faut y faire attention, il faut l'utiliser à bon escient. Et encore une fois, le problème, c'est que beaucoup de terres sont imprégnées de choses toxiques. De terres rares, notamment. C'est ça le problème. Il faut être des canalisations. Il faut être très vigilant sur ce sujet. Pour ce sujet, Tom, Bruno Promar, les prisons de haute sécurité. Alors oui, c'est une excellente entrée en matière de notre ministre de la Justice, Gérald Darmanin. Il a été bon ministre de l'Intérieur, je trouve il a démarré sur les chapeaux de roue par rapport à un Dupond-Moretti qui a fait quelques trucs, mais sans plus. Lui, il cartonne. Et je pense qu'entre Retailleau et lui, je les appelle Starkey Hutch, moi. C'est Starkey Hutch, ouais. Si, mais c'est des mecs. Et Pandron. Parce que c'est les mecs de terrain, Starkey Hutch. On n'a jamais eu un duo aussi énorme. Et la décision qu'il a prise là, de mettre en place ces prisons de haute sécurité, c'est une bonne chose. Et c'est marrant parce qu'hier, je discutais avec Christian Saurier, qui est le président de l'association des hauts fonctionnaires et ministère de l'Intérieur, et Christian Lambert, l'ancien préfet, et qui disait
qui soufflait à l'oreille de Darmanin de réouvrir Clairvaux. Parce qu'on parle de construire tout un tas de prisons, mais il y en a plein qui sont fermées. Et Clairvaux, Urvoas l'a fermé il y a 3 ans, je crois. C'était une des centrales les plus sécurisées de France. Eh ben voilà, tu as tout dit. Donc on rouvre ça. On l'a fait même préparer par les taulards, là, les 100 taulards qu'on veut mettre dedans, qui préparent leurs pioles, etc. Et on structure cette... La peinture, vous voulez dire? Oui, tu leur fais faire les chantiers jeunes, comme je faisais faire. Tu fais de la rénovation intérieure. Et je pense que c'était ça. Et ensuite, ce qu'il a dit d'intéressant, c'est police pénitentiaire, c'est-à-dire pour contrôler aussi les agents pénitentiaires, parce que malheureusement, il y a des dérives à ce niveau-là. Et ça, c'est important. Le contrôle des agents pénitentiaires, c'est essentiel. Des dérives et des menaces, il faut le dire aussi. Oui, le suivi des agents pénitentiaires, on l'a vu avec l'affaire Ambra, c'est quand même terrible ce qui s'est passé. Donc, des moyens logistiques, c'est un gros chantier, mais c'est de bon augure, encore une fois, pour répondre à ces problèmes de criminalité et de narcotrafic, où il va falloir à un moment donné taper du poing sur la table. Et je pense que les policiers doivent s'en réjouir. Ça va dans le bon sens, Philippe Bijard? Ah oui, validé par Bruno Pomar, je suis rassuré. Merci. C'est un duo qu'on n'a jamais trouvé. Excellent. Justice et intérieur. Et d'autre part, il tient ses engagements pour l'instant. Tom, je ne suis pas fan du ministre de l'Intérieur et du ministre de la Justice spécialement, mais en revanche, effectivement, sur les quartiers de haute sécurité, il semble que ça soit effectivement une réponse qui soit adéquate pour pas contaminer en effet les autres prisonniers. Donc oui, c'est sans doute pertinent. Ouais. Eh bien, si vous êtes tous d'accord, nous validons cette question, cette réponse. La loi passera donc demain matin. À main levée, voilà. Et un autre sujet qui devrait vous faire bondir, mon cher Bruno Pomar, Éric Piolle qui demande à Emmanuel Macron un référendum pour dépénaliser le cannabis. Alors parlons vrai, est-ce que cette proposition est de bonne loi alors que nous sommes théoriquement en guerre contre le narcotrafic? Et à cette question, comme le demande Éric Piolle, faut-il organiser un référendum sur la dépénalisation du cannabis? Vous dites non à 72%, vous voulez réagir, le 0826 300 300. On vous attend et on sera ravis de vous accueillir jusqu'à 19h. À tout de suite. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. Moi je regarde les matchs, mais je coupe le son de la télé et je mets Sud Radio. Les meilleurs commentateurs c'est Sud Radio, il n'y a rien à dire. Sud Radio, la radio du rugby. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Et nous avons avec Philippe David une petite proposition à vous faire. C'est ça va se passer samedi soir après 22h. Il y a un documentaire sur C8 avec notre ami coproduit par Bruno Pomar. Vous êtes dedans aussi. Et oui, avec Cyril, oui. BRI. Oui, bien sûr. Il m'a fait un beau cadeau, Cyril Hanouna, en produisant ce concept qui est joli et qui va en continuité de ce que je fais depuis 34 ans avec mon association Raid Aventure, avec les policiers, les jeunes, les quartiers, renouer du dialogue et tout. Et cette belle image que m'a permis d'avoir la BRI en accédant à leurs locaux, c'est formidable pour les jeunes surtout. Immersion de 4 jeunes au sein de la BRI. En tout cas, la bande-annonce a l'air palpitante et ça me donne envie. Philippe Bijard est avec nous, Tom Conan, et puis vous au 0826 300 300. Tout de suite, le coup de projecteur des vraies voix. Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Bien, comme je vous le disais, se droguer c'est mal. Moi, personnellement, je pense qu'il faut légaliser le cannabis. Mais vous fumez, monsieur. Vous ne pouvez pas lutter contre la délinquance, contre l'insécurité ou contre le trafic de drogue si vous avez un élu municipal qui ne joue pas son rôle. Je veux fumer de l'herbe de qualité, boucher le trou de la sécu, en fumant mon tapé, ne plus trop... Et le maire de Grenoble demande donc à Emmanuel Macron d'organiser un référendum sur la dépénalisation du cannabis. Ce serait le meilleur moyen, selon Éric Piolle, pour contrôler la production et ruiner les entreprises mafieuses du narcotrafic. Alors parlons vrai, pensez-vous que cette proposition d'Éric Piolle va être un pétard mouillé? Et comme le dit Éric Piolle, faut-il organiser un référendum sur la dépénalisation du cannabis? Vous dites non à 72%, vous voulez réagir, le 0826 300 300. Vous écrivez des vannes dans vos questions, vous, maintenant. Philippe Bijard. Puisque l'un de nos animateurs s'est permis de faire un mot d'esprit sur pétard mouillé, moi j'aurais presque envie de rire aussi de cette proposition. C'est comme si on allait demander à la France, est-ce que les deux animateurs des vraies voix sont les meilleurs de l'univers médiatique? C'est à peu près aussi nécessaire. Maintenant, je vais devenir sérieux. Je trouve que le sujet n'a aucun sens dans le cadre d'un référendum. Je veux bien qu'on en débatte et peut-être qu'on aille, pour certains, dans le sens que j'ai cru comprendre chez vous, Tom, et chez d'autres. Je pense que ce serait une mauvaise idée. Et de la part d'Éric Piolle, c'est ce qui est dit par l'un d'eux, je ne suis pas sûr qu'il soit très pertinent dans la volonté de lutter contre la drogue à Grenoble.
Tom Conan. Bon, est-ce qu'on va fliquer les gens lorsqu'ils ont des bouteilles d'alcool dans leur sac dans la rue ? Non, on a le droit d'en prendre pour aller à une soirée. Non, mais je sais bien, c'est pas interdit. Or, les effets de l'alcool sur l'organisme, sur la vie sociale, sur la santé en général, sont, il me semble, tout aussi graves comme la cigarette, que le fait de prendre des joints. Il y a une grande différence. Il y a sans doute des différences. C'est l'excès qui fait. Oui, bien sûr, évidemment, l'excès. Voilà. L'alcool mais donc, ne fait pas commettre des délits. Fondamentalement si on boit trop, il me semble qu'après en prenant sa voiture on peut causer des accidents, on peut après je sais pas être agressif, enfin il y a beaucoup de gens, il me semble quand même il y a des gens qui battent leurs femmes, etc. Il y a plein de choses qui se passent avec des excès de l'alcool, donc il me semble que l'alcool c'est quand même c'est pas parce qu'ils sont qui boivent de l'alcool qu'ils battent leurs femmes, bien sûr, mais c'est les excès de l'alcoolisme, et donc moi j'ai toujours pensé que l'alcool était une forme de drogue, pour le dire autrement. Les excès de l'alcool évidemment étaient problématiques lorsqu'on le prend avec modération. Et l'amour, c'est pas de la drogue. Je vois aucun problème. L'amour, c'est aussi la drogue. Mais donc, de ce point de vue-là, pourquoi est-ce qu'on ne lutterait pas donc autant pour l'alcool, contre la consommation excessive d'alcool ? Voilà. Donc, de ce point de vue-là, si on veut aligner en effet les drogues dans leur gravité, si j'ose dire, et à ce moment-là, on pourrait effectivement soit interdire l'alcool également, mais je suis pas forcément favorable à ça, soit légaliser en effet ce qu'on appelle les drogues douces, même si je sais que ce terme est très très polémique et qu'il n'y a pas vraiment de drogue douce puisqu'il y a un effet d'accoutumance qui peut exister, y compris avec la marijuana. Non, mais bien sûr, je suis tout à fait d'accord avec ça. Mais donc il y a une hypocrisie. Tout ce que j'essaie de dire en fait, c'est qu'il y a une hypocrisie. Donc est-ce qu'effectivement les moyens de la police seraient pas mieux en étant sur d'autres types de trafic ? C'est possible, mais je suis évidemment pas un expert. Bon, on a quoi, 1,5 million de consommateurs quotidiens de cannabis en France. Et un peu plus d'1 million de cocaïne. Oui, aussi, il ne faut pas l'oublier. Mais je ne vois pas ce que vient faire le sujet, ou ce sujet de la part de ce maire de Grenoble. Alors, soit il est plus dans les médias, donc ça lui permet peut-être d'être invité sur les plateaux de télé, mais c'est nul et non avenu, je dirais. Il ferait mieux, monsieur... comment il s'appelle ? Piolle, le maire écologiste de Grenoble. Il ferait mieux de s'occuper de sa ville de Grenoble, qui est en décadence totale, où la délinquance est à un niveau top, où la drogue, n'en parle pas. Il faudrait mieux vraiment de s'occuper de ce sujet-là, plutôt que de lancer une espèce d'idée farfelue de dire on fait un référendum. C'est à la mode maintenant, effectivement. Il y a des sujets bien plus importants sur lesquels on peut faire des référendums, effectivement. Mais là-dessus, je vois pas l'intérêt. Mais si vous me permettez, dans le micro. Bruno, vous trouvez que l'idée est bonne ou pas, dépénaliser ou pas ? Ah mais non, il n'y a aucune raison de dépénaliser. Non, c'est une substance interdite. Point final. Moi, je suis un mulet, il y a des règles, on les respecte. Coup de dire on va dépénaliser, ça ne servira absolument à rien. Mais ça ne réglera pas le problème de la consommation, pas plus que le trafic. Mais est-ce que ça ne va pas décaler ? C'est-à-dire que si on autorise effectivement de fumer de l'herbe ou du shit, il y aura d'autres drogues qui seront vendues sous le manteau. On a fait des tests dans les pays du Nord, on l'a fait au Portugal, partout. Quel résultat ? Mais en revanche, par rapport à la comparaison avec l'alcool, vous ne pensez pas que les excès de l'alcool sont tout aussi graves que les excès de consommation de cannabis, par exemple ? Oui, la cigarette aussi. Oui, mais bien sûr. Mais les excès de sucre, de nourriture, bien sûr. Bien sûr. Le cannabis, c'est une substance interdite. Non, mais je trouve que sur l'alcool, il y a un côté, on ne sait plus ce qu'on fait, et c'est assez comparable de ce point de vue-là, je trouve. Mais si vous buvez un verre d'alcool, bien ou 2 verres d'alcool, pas de l'alcool à 80 degrés, évidemment. Mais c'est comme si on pourrait la même chose sur une taf d'un joint, on pourrait dire la même chose. Oui, mais si dans on fume une soirée, c'est ça a assez des comparable. conséquences sur le cerveau direct. La drogue, c'est le ressort central d'énormément d'infractions, Tom. On peut dire que l'alcool conduit à être violent, à mal conduire, mais ça n'est pas à la base de toute la délinquance. Non, mais pour les morts au volant, c'est quand même des milliers de morts par an. Il semble que l'alcool, c'est quand même souvent un facteur de risque assez important. Délinquance, que c'est intéressant ce que tu dis, Philippe, parce que c'est vrai que l'alcool et tout ça ne génère pas la prohibition. Al Capone, c'était l'alcool, c'était pas la drogue. Oui, bien sûr. Donc voilà, on n'est pas sur les mêmes sujets. Moi, je pense plus au côté délinquance pure, parce que c'est le sujet. Mais la question, Éric Piolle dit que ça permettra de contrôler la production et ruiner les entreprises mafieuses du narcotrafic. Mais la production, il va dans le RIF, il va voir le roi du Maroc. Mais ça veut dire que dans ces cas-là, on fait comme pour les cigarettes, on autorise la vente dans des bureaux de tabac ou des coffee shops comme aux Pays-Bas. Qu'est-ce que ça sous-entend ? À votre avis? Mais pour moi, c'est non, mais lutter à l'origine. Alors on va voir le roi du Maroc, on va voir le président de Colombie qui produit 3000 tonnes de cocaïne par an, on va voir dans le RIF la production de cannabis qui fait vivre 1,5 million de personnes. N'oubliez pas juste un truc, ça veut dire que si vous légalisez ça, on vous dira voilà, on va vendre des produits qui ne sont pas qui sont très bons, et ce sera comme les cigarettes, il y aura toujours des gens pour vendre des mauvais produits sous le manteau, voilà, et qui seront encore pires pour la santé.
C'est comme les cigarettes aujourd'hui. Les gens achètent des cigarettes de contrebande et ils se rendent pas compte que dedans il y a des trucs immondes. Mais c'est vrai que par exemple sur la question des cigarettes, il y a des pays qui ont interdit ou qui sont en voie, il me semble, d'interdiction des cigarettes de manière générale. C'est quand même une vraie question. Je veux dire, aujourd'hui, n'importe qui peut acheter des cigarettes. Souvent, même les contrôles d'identité sont pas toujours faits pour les personnes mineures. Ça a déjà été prouvé dans des reportages. Or, beaucoup de gens meurent des cancers liés, de cancers de poumon, par exemple. C'est la sécurité sociale qui prend en charge évidemment ces cancers très lourds et c'est très bien évidemment qu'elle le fasse. Mais donc, c'est un vrai enjeu collectif tout de même. Il me semble. On se pose pas ces questions-là, mais la prohibition des cigarettes, il me semble que c'est des sujets qui sont voisins. C'est des sujets qui sont très voisins. Pour aller dans le sens de Tom, on a entendu un policier qui a dit que le trafic de cigarettes aujourd'hui était le plus important. Oui, c'est vrai. Et surtout qu'il finance le terrorisme. Oui, aussi. Cannabis, terrorisme, tout ça est lié. Mais il fait cannabis stupéfiant. En général. Et en proportion de la population, il y a des coffee shops aux Pays-Bas. Il y a 6 fois moins de consommateurs aux Pays-Bas qu'en France. Comment expliquer cet échec? Comment expliquer? J'avais fait l'émission il y a quelques années, c'était les stats. Comment expliquer cet échec dans la prévention en France? Là, c'est le sujet de la prévention, oui. On n'a jamais su en faire, mais en même temps, la France est quand même une plaque tournante, accessible. Donc on a une façade atlantique et méditerranéenne. C'est formidable. Excusez-moi, est-ce qu'on n'a pas fermé un peu les yeux, les amis? Si, bien sûr que oui. Et puis il y a une dimension culturelle, c'est-à-dire pendant très longtemps, ça a été glamour aussi. La cigarette, aujourd'hui, ça l'est, je pense, de moins en moins, mais l'alcool, c'est pareil, c'était quand même glamour dans les films, dans la culture populaire pendant des décennies. Et ça change actuellement d'ailleurs, je trouve. C'est en train quand même d'évoluer. Mais là où on ne se rend pas compte, c'est les drogues parallèles. Attention, il y a toutes les drogues de synthèse et compagnie qui sont. En revanche, vous pouvez vous droguer aux vraies voix. Ça, c'est assez très bon pour la santé. Là, c'est une dépendance absolue. Mais oui, c'est ça. Mais vous savez qu'on y travaille justement pour vous rendre dépendant. Merci beaucoup Philippe Bilger. On vous retrouve demain. Merci Tom Conan. Merci Bruno Pomar. Et je vous le redis, allez voir ce documentaire qui, je pense, devrait vous plaire entre ces enfants de quartier, enfin ces jeunes de quartier accueillis par la BRI et qui font plein de choses avec la BRI. Voilà, c'est ça, des exercices. Et c'est sur C8 et c'est samedi soir aux alentours de 22h. Merci en tout cas. Dans un instant, on va vous parler automobile avec quel est l'impact des annonces de Donald Trump sur les constructeurs européens et français. On en parle dans un instant. À tout de suite.